Madame, Messieurs, bonjour. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin sur la radio Génial Taxi FM Lomé avec mes confrères en studio. Nous allons aborder beaucoup de sujets. Ce matin, nous parlerons, vous le verrez, de la chefferie traditionnelle et ce qui se passe dans le Vaud actuellement. Actu Express en a fait qu'à hier. On va en parler naturellement. On placera un mot sur Ekpe Tchocho et la grande colère qui arrive tout le temps. On pensait qu'on était derrière, hein. Enfin, que c'était derrière nous, mais bon, ça revient encore un petit peu. On va placer un mot là-dessus naturellement. Nous reviendrons un peu sur le gouvernement remanié par Faure Gnassingbé. La passation de services doit être en cours actuellement au niveau du ministère de la Communication et des Médias, où Aïwadan est out, et c'est Mme Kugan qui fait son entrée donc dans le gouvernement de Faure Gnassingbé. On va en parler. Et puis j'interrogerai mes confrères sur le bilan à mi-parcours présenté hier par l'Office togolais des recettes. À mi-parcours, 648,8 milliards de francs CFA sur 595,9 milliards. L'objectif fixé à mi-août par l'ETR. Comment est-ce qu'il faut expliquer ça? Quelle analyse peut-on apporter à ça? Je poserai la question aux confrères en studio. Bienvenue. Taxi FM, la seule radio de débat, d'infos et de sport. Merci d'être avec nous. Bonjour Olivier. Bonjour, citoyen d'État-Eric, bonjour à tous ceux qui sont à l'écoute. Merci d'être là. Bonjour Isidore Sassokola. Bonjour Saint-Éric, bonjour confrères présents au plateau, bonjour à toutes et à tous. Tout va bien? Ah, togolaisement bien. D'accord. Comme j'ai l'habitude de le dire. Bonjour Francesco. Oui, bonjour cher Eric. Ce n'est plus Francisco, donc il est devenu. Oui, Francesco. Bonjour aux auditeurs et aux auditrices de l'émission La Guerre. Alors, je voulais vous donner la parole en début d'émission pour nous dire, parce qu'il y a un test qui circule depuis quelques jours, sinon quelques semaines sur la toile. Et ce test concerne un probable procès du général Katanga. Et ce qui nous a interpellé, quand on vous a posé la question, vous dites que vous n'êtes ni de près ni de loin associé à ce test. Et pourtant, on a mis source Tampa Express, qui est votre journal. Oui, c'est ce que nous ne comprenons pas aussi. Et c'est depuis quelques semaines nous avons constaté, tout d'abord, tous les articles pratiquement que nous publions sur Tampa Express sont relayés par d'autres sites, et surtout le site Phoenix. Et on était en train de travailler là-dessus, ça fait déjà une semaine, pour avoir une option, une sécurisation de notre, d'abord, notre site internet, et que nos données ne soient plus, c'est-à-dire nos articles ne soient plus publiés comme ça. Donc pour publier nos articles, il faut nous contacter. C'est à nous de vous donner une clé et puis les démarches. Parce que les gens copient pour publier. Donc ils ne tiennent pas compte de la source. Ils font juste pour préciser et que c'est une source Tampa Express, même sans préciser l'apparition, le numéro de parution. Parce que c'est très important quand on reprend. Parce que nous, notre journal est papier, d'accord, est papier. Donc c'est dans l'optique de la vente en ligne que nous avons implémenté le site web. C'est-à-dire pour que les gens puissent en acheter. Donc ce test hier, j'ai été surpris quand j'ai reçu, c'est un de nos lecteurs qui me demande de lui, comment l'appelle-t-on, de lui conserver c'est-à-dire un journal physique, papier, un exemplaire. Il n'est pas même sur le territoire, mais de tout faire pour lui confier et réserver un exemplaire. Et nous avons vu, il nous a envoyé le lien, le Phoenix, et on a regardé, il dit non, cet article-là n'est pas de nous, ça ne correspond à aucun numéro de Tampa Express. Donc c'est un travail que nous avons commencé, et je crois qu'il urge, parce que c'est pas normal que les gens publient des choses en votre nom. Alors, ils ont mis simplement, je crois, Tampa Express. Oui, source Tampa Express. Le titre, c'est que Félix Abalo Katanga et la justice, la tenue du procès général Katanga et compagnie, très éminent, racines et différentes implications. Voilà. Ce texte ne provient pas de Tampa Express. Non. Aucune de nos parutions, puisque nous, nos textes, nous les publions d'abord dans une parution,
et c'est la parution qui est après routée sur le site web Internet. Voilà, donc aucune parution de Tampa Express ne comporte l'article en question, d'accord, et notre site n'a pas publié Un tel article. un tel article. C'est très important de le préciser. Merci beaucoup, Francesco. Oui, ça arrive souvent que les gens reprennent ou relayent les informations d'autres journaux tout en ne les citant même pas. Oui. Oui, mais pour ce cas-là, c'est très dangereux. Et c'est pernicieux. C'est cela que je vais inviter notre confrère à saisir la HAC pour des démarches administratives. Okay. C'est très important. Il faut impliquer la HAC dans cette affaire pour que plus tard, vous ne ramassiez pas les pots cassés d'une fausse publication. Bien sûr. Bien sûr. Ou publication de fausses informations, c'est ça. Oui, parce qu'un test qui n'est pas de vous et qu'on mette votre nom à côté et que vous êtes l'auteur, c'est quand même grave, hein, Olivier. Oui, mais c'est très grave parce que aujourd'hui, l'étoile, la ligne et les réseaux sociaux, tout va et tout vient, mais nous avons des lois. D'accord, donc il faut faire très attention. Nous sommes des journalistes. Il y a des formes dans lesquelles nous publions nos articles et nos tests. Donc lorsque ça ne respecte pas la forme et les gens, on ne sait pas pour quelle visée ni quelle intention, quand même on met cette signature-là. D'accord, parce qu'en le faisant, certainement qu'ils savent qu'ils sont en train de faire du faux. Oui. Et le faux, certainement, a une raison ou une intention donnée derrière. Donc, le confrère fait bien de réagir. Bon, maintenant, dans les formes, il doit aussi faire sortir un communiqué pour pouvoir informer ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui ont déjà lu cela, en se disant que ça vient de Tampa Express. Et aussi, on voit aussi l'autorité. Oui, bien sûr. Parce qu'on voit des tests circuler sur les réseaux sociaux et il n'y a pas de signature, il n'y a pas de nom, et on dit, mais il faut que celui qui a écrit les tests, qu'on ait une idée là-dessus. Oui. Et maintenant, visiblement, c'est la nouvelle trouvaille. Hein. Ah oui. On prend donc le titre d'un journal et puis on met source, voilà, tel journal, et c'est extrêmement grave. C'est faux usage de faux. Bon, enfin, c'est même pas de lui, de toute façon, pour pouvoir dire faux usage de faux. Non, de la personne qui a publié. Non, c'est lui qui l'a fait. D'accord, très bien. Mais, bonjour Acha Ibrahim. Bonjour Eric, bonjour aux éditeurs et auditrices de Taxi FM, bonjour confrères en studio. Merci d'être avec nous ce matin. Je veux qu'on commence par ce sujet-là qui intéresse beaucoup. Il y a aussi une image qui circule sur les réseaux depuis quelques jours et on avait aussi l'information là qu'à Anero, on a pris la pierre sacrée. C'est ça, non? C'est la pierre sacrée. Oui, oui. Et puis ça, c'était l'autre jeudi, je crois. Oui, oui. Et puis après, voilà, et dimanche, c'était le jour de l'an. Il me semble, c'est ce qu'on m'a renseigné, le jour de l'an au pays Gain. Oui. Voilà, vous voyez que je m'habitue un peu à votre histoire, à votre culture. Mais ce qui nous intéresse, nous, ce matin, c'est qu'il y a encore eu des grabuges à Anéor. Mais il se passe quoi là? On avait cru à un moment que c'est dans le passé. Est-ce que vous confirmez ces images-là qu'on voit circuler? Je confirme l'image. Il y a eu cette bagarre encore? Il y a eu cette bagarre. Beaucoup pensent que c'est une ancienne vidéo? Une ancienne vidéo qu'on a publiée. Non, j'ai fait le recoupement, je suis allé aux sources et ça s'est réellement passé. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé déjà le matin à 8h, les gens n'étaient pas là-bas. Quel jour ça? Le jeudi. Le jeudi là? Oui, le jeudi. On a pris la pierre? Oui. Puisque... La couleur blanche sale? Non, kaolin. Ah non. C'est différent. Attention, chaque couleur a son message. Mais c'est ce qui est communiqué quand même. Hein? Bon, blanche sale? Non, blanc sale c'est différent. C'est blanc kaolin. D'accord. C'est comme Calabar, hein? Oui, c'est pas blanc sale. D'accord, ok, bon, on est là. Et quand moi aussi j'ai vu les vidéos, je me suis informé, des gens niaient que non, c'est une vieille vidéo qu'on a publiée. Étant natif, j'ai trouvé des personnes ressources qui m'ont confirmé les faits. Vous savez, les 41 divinités, à chacune, c'est rituel. Il y avait une divinité qui manquait à l'appel, c'est ça? Non. Ok. Non. On a voulu usurper des prérogatives d'une divinité. Ok. Et souvent, c'est là Takamba qui font à la veille, et déjà très tôt le matin, une rituel sacré qu'on appelle Akrima. Donc, c'est un tam-tam qui traverse le fleuve. Okay. Et lors d'un rituel, quand on tape le tam-tam,
un poisson mystique doit sauter de l'eau et tomber dans l'eau. Dans la pirogue, pour confirmer que les rituels ont été bien faits. Ok. Et maintenant, il faudrait que d'autres divinités prennent ça de l'autre côté du fleuve ou de la rivière. Et c'est les Sakoumons, la divinité Sakoumon, qui prend les agréments et font aussi les rituels, de rituel en rituel, et c'est ce que vous voyez plus tard avec les mamakolés. D'accord. Donc qu'est-ce qui s'est passé le jour-là? Le jour-là, il s'est fait que le nouveau régent, le régent, oui, a amené Noumanké. Le fameux Noumanké qui a été réhabilité. On peut encore revenir sur cette réhabilitation. Et qui l'a accompagné alors que les chefs traditionnels n'ont pas droit à assister à cette cérémonie, à cette rituel. Depuis mon grand frère, feu ambassadeur Alphonse Tétékoué, qui a assumé le régent avant de passer le témoin à CDB, personne n'a jamais assisté à cette rituel. Et les Sakoumons allaient être écartés de la cérémonie. Et c'est le régent même qui a amené les Mandiens pour aller recevoir cette divinité. Et les gens disent que non, ce n'est pas possible. Chacun n'a qu'à rester dans son rôle. D'où la bagarre. La bagarre. Qu'on a vu. Très tôt le matin. Les images circulent sur les réseaux sociaux. Souvent, c'est l'après-midi que la pierre, que les gens viennent voir le côté exotérique de la chose. Ce qui s'est passé, c'était de vraies images et la chose s'est bien passée en tant que natif et, comment dirais-je, du milieu et presque quelque part. C'est ça la vraie information. Tout cela, ça dénote quoi? Ça dénote, vous avez vu la dernière publication avant celle-ci, que la divinité, enfin, Pessoa est devenu l'objet de toutes les convoitises. Chacun voulait s'en approprier. Alors que c'est des rituels. Ce n'est pas une divinité comme, excusez-moi le terme, Sakbaté ou Redieso ou n'importe qui peut aller faire des rituels, des cérémonies pour l'avoir. Pessoa, c'est pour les gens, les natifs de ce milieu. Mais aujourd'hui, vous voyez des gens qui n'ont rien. Aucun lien avec cette divinité-là qu'ils veulent faire. Et tout cela, j'interpelle le régent. C'est lui qui cause tous ces problèmes actuellement à Bédi. Le régent ne peut pas retoquer une décision de son prédécesseur. Il n'est que régent. Il est appelé à évacuer les affaires courantes. Non, revenir, veiller sur le trône et organiser veiller sur le trône et voir le nouveau roi venir. Mais aujourd'hui, à mort qu'il est, je ne sais pas s'il se laisse manipuler, et aujourd'hui, il crée plus de problèmes que d'en résoudre. Et tout le monde en rit, hein. Enfin, quand vous voyez sur les réseaux, les commentaires qui sont faits, les voix mises qui sont mêlées, on pensait que c'était fini là, Olivier, cette histoire, cette guerre dans cette communauté en Europe. Oui, bien sûr, on pensait que c'était fini, que l'intérêt général a emporté sur les intérêts des clans. Oui. Ou des tribus particuliers. Hein. De toutes les façons, il n'y a pas les intérêts particuliers, c'est les gens qui forment cette particularité. Vous voyez plus de deux personnes, ça devient un clan. D'accord? Donc, maintenant, je ne sais pas trop. Moi, je suis un profane dans le domaine de la spiritualité traditionnelle, je veux dire. Je ne sais pas, est-ce que c'est les dieux qui envoient les sous pour que les gens se battent, ou c'est d'autres dieux ailleurs? Puisque c'est des questions d'intérêt. Et quand on parle d'intérêt, on parle de sous, d'argent. D'accord? On a vu on ne va pas revenir sur l'histoire, on a vu ces spectacles désolants et il y a quelques années de cela,
le peuple gain d'Aného a été la risée de tout le Togo. Quand on avait badigeonné la pierre en bleu, azur. Oui, mais à part badigeonner, il y a eu aussi des échanges de coups de poing entre-temps. D'accord? Et c'est pourquoi on a cru que cette vidéo, si elle date donc de ces années dernières, mais aujourd'hui, si on me dit que c'est encore d'actualité en 2023, on se pose des questions. Mais en réalité, qui a blâmé? C'est là, qui doit-on blâmer dans cette affaire? Parce que on a tendance à dire qu'ils sont manipulés, il y a des maîtres... Ceux qui n'ont pas droit à aller vers cette divinité, vous n'êtes pas de ce clan, vous ne pouvez pas assister à la cérémonie, sauf que c'est la règle, ils doivent l'expliquer. Alors, ceux qui se sont aventurés à aller vers cette divinité... Non, vous savez, dans tous les problèmes, les querelles, vous avez des versions, d'accord? Et moi, je ne sais pas qui a droit à aller, ils doivent la dire, hein, mais c'est comme faire la différence entre l'eau chaude et l'eau froide qui sont mélangées. D'accord? Donc c'est difficile. Aujourd'hui, moi, je vais terminer en disant que c'est seulement les fils et filles d'Aného qui peuvent résoudre ce problème. C'est pourquoi j'ai dit, qui est à blâmer? Il ne faut pas aller chercher de midi à 14 h. Ce sont eux qui d'abord qui sont responsables de cette situation. C'est leur image qui est traînée dans la boue et c'est à eux de le régler. Tant qu'ils ne le régleront pas, nous on sera des spectateurs fiers d'assister donc à ce spectacle, d'applaudir et parfois d'en rire. Mais ça c'est les malheureux pour cette communauté. Non, au fait, je la parole à Ibrahim, c'est le sujet. Non, mais il faut dire que depuis longtemps, nous avons toujours dit qu'il faudrait que ceux qui s'occupent des rites culturels, ou bien ceux qui s'occupent des fêtes traditionnelles, je veux parler de la chefferie traditionnelle, s'illustrent positivement dans l'organisation de ces fêtes. Si ces chefs ont besoin de moyens financiers pour pouvoir organiser ces fêtes traditionnelles, bon, ils peuvent faire appel à des responsables ou bien à des personnalités natives de ces milieux-là pour leur venir en aide et pouvoir organiser ces fêtes. Mais généralement, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que les fêtes traditionnelles et parfois certaines cérémonies au niveau de certaines préfectures ou bien de certaines régions passent dans les girons de ce que nous appelons communément les cadres du milieu. Et généralement, ce sont ces cadres du milieu qui créent les problèmes lorsqu'il y a de ces fêtes traditionnelles. Je m'explique. Quand les cadres du milieu, généralement, c'est des groupes d'intérêt. C'est des gens qui se disent, bon, mais ils sont les plus en vue au niveau des préfectures. Et après, c'est des responsables de l'administration publique. Et donc, quand ils vont dans ces milieux pour pouvoir organiser certaines choses, il souffrait que ces gens-là, qui sont politiquement bien étiquetés, roulent pour leur chapelle politique. Et c'est ce qui amène parfois des querelles, ou bien parfois quand il y a des cérémonies traditionnelles comme ça, on fait tout pour, surtout les ailés parmi ces cadres-là, ils font tout pour habiller cela d'une coloration bien connue. Et généralement, ça crée des frustrations, ça crée de la colère au sein des populations, et c'est ça qui amène parfois les gens ne s'entendent pas sur certains principes élémentaires en matière d'organisation de ces fêtes traditionnelles. Et du coup, ça doit créer ce que nous appelons la mésentente, parfois le jour J. Ça crée des choses, en tout cas des situations, des scènes désolantes, comme le disait mon confrère Olivier Adja. Et pour régler ces problèmes, moi j'estime que tout ce qui s'appelle cadre de milieu là, ils doivent tout faire pour intégrer d'autres fils aussi du milieu qui, peut-être eux-mêmes, qu'ils excluent, comme ne pas faire partie de leur chapelle politique. Parce que quand on parle de cadre de milieu, ce n'est pas une question de chapelle politique. C'est une question de milieu, c'est une question de dynamique de développement des milieux. Mais quand on est... là. Non mais quand vous parlez de la tradition, ça s'organise. Ça s'organise et généralement ce sont les cadres là qui se mettent en vedette. Ce sont les cadres là qui se mettent au devant. Mais vous pouvez vous renseigner. Les fêtes traditionnelles qu'on organise, que ce soit de Lomé jusqu'à 50 un peu partout, vous voyez toujours un groupe, on dit comité d'organisation, ce sont des cadres de l'administration publique qui s'organisent et qui vont sur les lieux et organisent cette célébration. Parfois, ils vont imposer leur propre date par rapport à un agenda donné. Donc, tout ça là, c'est du désordre. Moi, je pense que les chefferies traditionnelles doivent retrouver leur lustre, doivent retrouver leur responsabilité, leur poids, choses traditionnelles, et dire
à ces gens-là qui viennent et parfois qui manipulent l'organisation de ces fêtes que non, ici nous avons affaire à des problèmes traditionnels. Nous devons tout faire pour que que cela reste dans un cadre traditionnel pour respecter les principes de nos divinités. Mais quand on vient avec d'autres idées, avec des idées de colorage de chapelle politique, des idées mercantiles, vous voyez que tout est dévoyé et vraiment on n'a plus l'essence même de cette célébration traditionnelle. Et comme dit cet auditeur, sacré, que ce soit dans un sacré Togo, la politique a tout gâché, nos valeurs sont dans des caniveaux. Alors l'auditeur, pour le dire, ils peuvent toujours aussi, pour ceux qui le souhaitent, nous envoyer des messages SMS sur WhatsApp sur le 93 94 96 64. Oui, Francesco, sur le sujet là, quel est votre commentaire? Vous savez, c'est un syndrome que du RPT à unir, on nous a créé et qu'il est difficile de sortir dedans. Il a dit tout à l'heure à Tcha que c'est des gens qui s'appellent cadres, d'accord? Et chez moi, en Pays Bassa, quand on parle de cadres, ce ne sont que les gens de UNIR ou de RPT. Ah, non, bon, enfin. Écoutez-moi bien quand je vous parle. Allez-y, non, si, on vous écoute. Je parle des faits et je parle de ce qui se passe. Quand on prend cadre, c'est qu'on est UNIR ou on est chose. Et comme je répétais un des professeurs d'université, il disait qu'en Pays Bassa, quelqu'un qui a le BBC, d'accord, et comment je vais trop ça, enfin, je vais me rappeler. D'accord. Okay. Et donc c'est ça qui se passe. Et c'est ça dans tous les milieux. Vous allez voir à chaque fois, on vient de faire un remaniement. Et tous ceux qui sont du milieu, qui sont nommés ministres, ils ont changé de statut, c'est fini, c'est eux qui doivent dominer tout. C'est-à-dire qu'ils changent même les catégories même des cadres. C'est-à-dire que si vous êtes proche de lui, vous êtes, voilà, et vacant. Donc, c'est ça. Et ça, c'est dans le football, c'est la même chose. Tu ne peux pas être membre du bureau d'un club identitaire sans être du parti au pouvoir. Ok? Et ça s'est traduit. Et chaque année, par exemple, chez nous, ça, il parle, bon, nous au moins, on ne se lance pas les cailloux. Et on est dans les combats d'idées. D'accord? Au moins, ça, c'est une qualité. Et donc, même monument de la danse de feu, oui, de Tubol, oui, qui circule sur les réseaux sociaux, c'est couleur bleue. C'est-à-dire que depuis quand l'accoutrement de danseurs de feu est de couleur bleue. La dernière fois là? Mais ça circule sur les réseaux sociaux, je ne l'invente pas. Du coup, même quand vous allez pour faire des reportages, ça dit au cours par exemple de la fête des ignames de Pontre, mais les jupettes, l'accoutrement des danseurs de feu, de toutes les danses pratiquement, c'est unir ou bien les paniers de force. C'est comme si le Bassa ou bien certains peuples n'ont pas les moyens pour s'acheter l'accoutrement qu'il faut pour ressembler véritablement à chose, comment l'appelle-t-on, à la tradition. Tout à l'heure en venant au studio, j'ai perdu un peu de temps parce que j'ai été sublimé de voir à Agoué ici et vers Minamadou, mais des blancs dans une cérémonie traditionnelle vaudou, c'est-à-dire vers Ogbonil, qui sont enlevés tapettes et leurs chaussures, qui sont en pagne, mais qui sont agenouillés devant le vaudou, dans la rue. Je ne sais pas si vous voyez. Mais et nous, on est en train de chosifier notre tradition. À cause de quoi? À cause de quelque chose qui est passagère. Puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, la roue tourne. Il appartient, et comment l'appelle-t-on, aux politiques et togolais, de décider de voir qu'est-ce qu'on veut faire de notre culture. Qu'est-ce qu'on veut faire de notre tradition? Est-ce qu'on va continuer dans cette histoire-là que, voilà, si tu n'es pas de bon parti, tu ne t'approches pas de ce qui est communautaire. J'ai interrogé les Bassans cette année. Je les ai interrogés, j'ai dit, mais nous avons commencé les premières cérémonies de la fête des Ignames le samedi 2 septembre.
à la veille de l'apothéose, qui est le 9, on fait un remaniement ministériel, il n'y a pas un seul bassin dedans. Les gens ont dit, je dis non, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que nous ne faisons plus ce que nous faisons comme tradition, parce que quand on verse de l'eau, on fait des libations en cette période, c'est pour appeler le bien, n'est-ce pas? Oui. Mais quand vous le faites, et que ça n'apporte rien, c'est que finalement, vous avez transformé la tradition en autre chose, soit à une propriété des familles ou, comme vous le dites, à un marketing. Donc nous devons réinterroger nos traditions. Je vous dis, c'est des blancs au nombre de 3 entre nos frères togolais qui sont en train de faire des cérémonies ici. Je ne sais pas de quoi ils souffrent, mais je passerai quand même après pour les interroger, pour voir, mais qu'est-ce qu'ils ont vu en notre tradition que nous fuyons vers des religions étrangères. Très bien. Monsieur, merci beaucoup. Il y a beaucoup de sujets là. Non, vous voulez quoi? Pourquoi on, justement, parce que je voulais pas moi, je suis natif. Il y a un auditeur qui dit, par exemple, que Napo, l'intérêt, c'est qu'il est direct, et ce qu'il a dit est vrai. Quand tu n'es pas de ce côté, difficile de t'appeler cadre au village. Bon. Oui, je voulais placer un mot. La divinité que sous le Pessoso, n'oublions pas que c'est l'une des plus vieilles fêtes traditionnelles d'Afrique. 360 éditions. Donc ça a parcouru bientôt 4 siècles. Donc, les gens peuvent s'en accaparer, dire que bon, on a un fief pour pouvoir, comme je disais, en faire un marketing politique. Dans le remaniement, on a eu dit que certains n'ont pas une assise politique, c'est pourquoi il faut les changer. Ah oui. Parce que c'est ce qui arrive. Oui. On va donc, sur le voilà. Je peux vous dire aussi, les gens rigolent, certes, mais je leur fais comprendre que les divinités sont lentes à la colère. Ce n'est pas la première fois. Est-ce que vous avez entendu parler qu'on a une fois vendu cette pierre? Oui, si. Et que c'est revenu, notamment. C'est revenu? Ah oui. Et ceux qui l'ont fait, ceux qui se sont prêtés à ce jeu, mais on en a appris à leur dépens. Certains sont morts dans leur maison. Je ne vais pas dire des noms, beaucoup de gens savent. Allez demander. Ce n'est pas comme, excusez-moi, les vaudous, Sakpaté ou Redieso, quand tu fais en même temps, on te correcte ton sort. Hein. Tous ceux qui le font paieront du jour au lendemain dans leur comment dirais-je, inclusivité ou quoi, prêtez-moi le mot. Dans leur champ, personne ne saura que c'est à cause de ça. Ils auront à les gratuits. C'est comme ça que la divinité fonctionne. Très bien. Vous pouvez en rire. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais je voulais, pour avancer, il y a aussi un problème, et cette fois c'est lié à la chefferie traditionnelle, puisque vous en avez parlé dans votre journal paru hier, Isidore, un remous dans le canton de Vokoutimé, hein, la population de Kota à Djogumé vont debout contre l'intronisation du chef Yao Koudjodji. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ils ont quoi? C'est la première fois qu'ils se sont entendus pour avoir un chef traditionnel. Et le décret était sorti en 2013, ce qui était passé, le papa de Koudjodji, qui était passé par des méandres ou des voies détournées pour avoir le décret était décidé. Et c'est en 2018 que ces fils ont appris que le décret est sorti. Et maintenant, ils veulent renouveler sans même concerter les autres communautés, y compris les chefs quartiers, les pauvres cannes, toutes ces choses-là. Et ils ont dit que ce n'est pas sérieux. Et le décret est sorti, ils ont intronisé le chef, Koudjodji, le 10 août passé. Ah, ok. Donc il est déjà intronisé et ça a créé le remous. C'est-à-dire que non, on ne peut pas introniser un chef sans avoir fait une consultation au niveau de la communauté, ni concerter les anciens. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas réagi de toute façon le jour de l'intronisation que c'est maintenant? Non, ils disent que bon, quand ils ont appris hein, que quand tu fais ça, bon, après on t'arrête, ces histoires-là, ils veulent laisser passer, pour ne pas dire qu'ils ont créé des grabuches le jour, donc
C'est pourquoi ils ne veulent pas voir leur fils arrêté, emprisonné. Vous savez ce qui s'est passé dans les Sioux, cette histoire-là. Exactement. Donc, et ils ont attendu, et la vengeance, c'est un plat qui se mange à froid. À froid, oui. Et pratiquement le samedi dernier, ils ont fait une démonstration. Ils disent que non, ils ne veulent plus. C'est là où nous sommes saisis du dossier, pour voir ce qui se passe. Donc, le chef actuel, ou le présumé chef actuel, aujourd'hui, se prévaut de l'intronisation de son papa, qui n'a jamais été intronisé. Et il s'appellerait Koudjodi 2, alors qu'il n'a jamais eu Koudjodi 1 dans le canton de Pota à Djobumi. Et c'est ce que les gens ne disent. Je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas le faire, mais la manière, la procédure, ils sont contre. Et les notables se sont réunis pour désigner quelqu'un d'autre. Et donner le nom à l'autorité qui a signé un décret par rapport à ça. Ah mais, c'est pas si c'est des bouts de couloir qui ont amené quelqu'un comme Boukessi, puisque ils ont saisi le ministère, ils ont saisi même le préfet de Vaud pour dire que la procédure est viciée. Mais rien n'y fit, on l'a intronisé, et il paraît qu'il vit plus à Lagos et Pota à Djobumi. Donc c'est ce que nous dénonçons. Ce sujet, est-ce que ce n'est pas symptomatique quand même de, je dirais, l'émission du pouvoir central aussi dans le choix de nos chefs traditionnels à Tchad? Mais c'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé à Néo, c'est ce qui se passe partout. Et nous disons que, outre les litiges fonciers, c'est la chefferie traditionnelle qui est une bombe à retardement pour le vivre ensemble au Togo. Oui, le vivre ensemble, parce que ça y est ça en réalité. Non, moi, le constat que moi j'ai fait, ce n'est pas forcément le pouvoir central qui s'immisce dans les affaires des chefferies. C'est elle qui donne le décret. Oui, bien évidemment, mais il se passe que certains cadres, je reviens sur ces cadres-là, certains cadres essaient aussi d'influencer la vie religieuse, la vie culturelle, la vie sportive, la vie politique dans leur milieu. Et ces cadres, généralement, la plupart du temps, nous avons parmi eux des ailés qui passent par tous les moyens pour pouvoir avoir comme autorité locale leurs proches, leurs lieutenants, et ceux qui agissent en leur nom dans le milieu. Donc figurez-vous, quand ces ailés-là se présentent dans les localités, ils ont le plus souvent ces lieutenants-là qu'ils envoient, par exemple pour la mobilisation lors des campagnes électorales, pour la mobilisation lorsqu'il y a des activités à mener pour le bien de leur chapelle politique. Donc ça fait que quand ils vont comme ça, ils font tout pour que ces lieutenants-là ou bien ces hommes de main qui sont sur place soient placés là-bas, soient aussi des autorités pour que leur activité puisse prospérer. Donc ce qui amène parfois, quand il y a des cas de choix des chefs traditionnels ou bien des chefferies, vous voyez qu'ils passent par tous les moyens pour pouvoir placer leurs hommes. C'est une façon aussi de dominer la région, vous comprenez. Donc, et ce faisant, ça entraîne des crises parce qu'il y a certains qui ne sont pas d'accord avec cette façon de procéder. Parfois parce que quand ces messieurs-là se présentent dans les milieux et qu'ils veulent agir, c'est parfois, ils foulent aux pieds tout ce qu'il y a comme disposition traditionnelle dans le milieu. Donc ils ne respectent pas ce qui est dit par rapport au rite. Donc ils en font en tout cas à leur tête. Et l'essentiel c'est de tout faire pour que leur homme qu'ils voudraient soit placé à l'endroit voulu ou bien au poste de responsabilité locale qu'ils convoitent. Et vous voyez, quand ils remontent vers ici, c'est notre homme, c'est mon protégé, c'est ceci. Bon, entre eux, les cadres au niveau supérieur, le tour est joué. Et parfois, la population est là, impuissante, et assiste à ces scènes-là qui vraiment déshonorent toute la République. Alors, ce qui est bizarre au Togo, vous voyez, des chefs qui n'ont pas l'unanimité autour de leur personne, c'est à eux on donne le décret. Et il y a des chefs qui ont l'unanimité et eux ils n'ont pas de décret jusqu'à présent, peut-être parce que comme vous le dites, certains cadres ne les aiment pas et donc du coup on fait tout pour que eux ils n'ont pas de décret. Vous avez traité un sujet, par exemple, dans le Saran il y a quelques mois déjà,
Et vous parlez de ce sujet-là, il y a un chef, et encore le test devant moi, un nouveau chef toujours sans décret. Bon, c'est vrai que derrière, il y a les autochtones là-bas qui n'étaient pas d'accord parce que celui qui est chef là ne devait pas être chef parce que impliqué dans beaucoup d'autres choses. Mais c'est aussi une réalité dans nos communautés. Olivier. Oui, c'est une réalité. Je crois que le chef de l'État, si je me trompe, il a dit que le foncier c'est une poudrière pour la République, mais il faut ajouter la chefferie traditionnelle qui est plus que donc une poudrière pour nous, parce que vous avez du nord au sud, de l'est à l'est de notre pays, nous avons ces problèmes de chefferie dans toutes les localités. Et comment cela se fait? Parce que normalement la chefferie traditionnelle, j'estime que c'est la chose la plus organisée dans notre pays, puisque depuis la nuit des temps, toutes les communautés savent comment se fait la dévolution du pouvoir dans leur localité. Oui. Et même les familles... On sait que c'est telle famille qui est roi. Oui, tout le monde le sait. Les familles, on sait que la chefferie se trouve dans leur maison et depuis longtemps, et ils ne peuvent pas perdre ça. D'accord? Parfois c'est entre des frères ou des cousins, ça arrive. Mais que quelqu'un vienne d'ailleurs, parfois ailleurs, quelqu'un vient par exemple d'une autre localité, d'une autre région et veut venir disputer la chefferie dans une région donnée, dans une localité donnée. Tout en sachant que vous n'êtes pas autochtone, donc vous ne pouvez pas être chef. Quel ancêtre il va évoquer? Oui, mais ça arrive dans notre pays, c'est arrivé plusieurs fois, hein, donc dans notre pays. Donc ce sont des questions qu'on soulève. Et comment on peut régler ça? Parce que quand vous avez cette question-là... Alors, régler, est-ce qu'il ne faut pas laisser les communautés choisir leur propre chef? Non, quand je parle de régler, c'est que le problème est déjà arrivé. C'est-à-dire, la question se pose maintenant, ce n'est plus se dire comment il faut éviter, mais comment régler, puisque le problème se pose déjà. C'est vrai, il y a l'émission de la politique dans les questions de chefferie. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Quand on a soulevé la question, on disait même du temps des indépendances, c'était déjà là où, voilà, toutes les tendances voulaient avoir sous contrôle les chefs, parce que lorsque vous contrôlez les chefs, vous dites que vous contrôlez la localité. D'accord, vous contrôlez les citoyens et vous contrôlez tous les chefs du Togo, c'est que vous contrôlez tous les Togolais. Bon, sauf ceux qui sont en ville, qui ont été à l'école, qui se disent des intellectuels, qui sont difficilement contrôlables. Mais voilà, donc aujourd'hui, pour terminer, c'est comment trouver une solution donc à ce problème-là. C'est comme pour Anérosi. Je dis, le problème est déjà là. Ce n'est plus savoir qui a fait ça, mais comment on règle ça? C'est la question que moi je me pose. Évidemment, tous nos auditeurs sont d'accord là-dessus. Hein. Ce qui pose le problème, dit un auditeur, c'est dans ce qui pose le problème dans nos traditions, c'est ce qu'il a écrit, c'est quand la politique se mêle. Ce qui est pire est dans nos localités, certains ont des autorités qui ne sont pas du milieu, mais se mêlent de la tradition, car ils sont du MIR. Enfin, c'est ce qu'il a précisé à la fin. Un autre auditeur qui nous dit soyez sérieux dans vos déclarations de journalistes d'Anéron, n'est pas une sous-préfecture de la COSA. Qu'est-ce qu'il veut dire? Je n'ai pas compris. Je n'ai rien compris. Bon, peut-être qu'il peut préciser sa pensée un peu. On pourra répondre aux besoins. Oui, Francesco, avant de parler des remaniements gouvernementaux, c'est ce sujet-là. Non, vous savez, le chef de l'État même l'a dit, le foncier c'est une poudrière. Et Olivier vient de lui ajouter la chefferie traditionnelle, qui est aussi, disons, à la base de beaucoup de problèmes fonciers. Les choses se passent au Togo comme si nous n'avons pas l'histoire. Je pense qu'il va falloir qu'au niveau du ministère de l'administration territoriale, qu'on puisse avoir un comité comment on appelle-t-on, d'historiens, anthropologues, oui, et même sociologues, oui, voilà, autour de la chose pour restaurer la chefferie traditionnelle. Sinon, aujourd'hui, nous sommes dans la désacralisation totale de ce qui est chefferie traditionnelle. Puisque les allogènes deviennent chefs des villages dans lesquels ils ne pouvaient pas être chefs, d'accord? Et on a émietté les choses en créant des cantons,
Ah ouais. Ah oui. Oui. C'est aussi source Les divisions. de division. Donc, il faut aller vite pour régler cette histoire. Et il y a beaucoup de chefferies, disons, dans des problèmes vont sortir bientôt. Il y a chez nous, à Kaboul là-bas. Il y a un problème aussi là-bas. Il y a un problème là-bas. Mais Même attends. une presse a déjà écrit ça. Ah bon? Oui, nous aussi, on va essayer de nous pencher sur le sujet. Il y a Dacha qui est là-bas. On connaît depuis Dacha qui, ou bien quelle famille est chef. Les gens veulent détourner aussi à autre chose. Donc, c'est très important. C'est-à-dire qu'on ne doit pas tout lier au parti, au pouvoir. Et c'est ça, c'est les ailes de certains membres de unir, c'est-à-dire que du parti au pouvoir, en quête de popularité. Donc, créer ces problèmes. Mais après, ils vont passer. Parce que quand vous êtes DG, vous avez l'argent aujourd'hui, tout le monde court derrière vous. Quand vous êtes ministre, tout le monde court derrière vous. Le jour que vous tombez, vous allez au purgatoire. Mais, mes amis, les gens, vous avez déjà créé des problèmes que d'autres vont, maintenant auront la force. Puisque désormais la force a changé de camp. Et la richesse également. Donc il faudrait faire des choses, dans l'ordre et dans les règles de l'art. Notre pays a son histoire. Chaque localité a son histoire. Ressusciter l'histoire de la localité et alignons-nous. Ils ont parlé tout à l'heure de quelle divinité. Un chef que vous parachutez de quelque part. D'accord? Mais il ne peut pas invoquer. Oui, il ne sait même pas comment on fait les cérémonies et du milieu. D'accord? Il y a certains milieux qui ont réglé. Moi, je prends le cas toujours de Bassa pour être chef. Avant, on avait un chef supérieur. Il y a le palais du chef qui est là. Si c'est toi qui es désigné là, tu déménages, tu vis au palais. Quand tu seras enterré, c'est au palais, on va t'enterrer. Si tu es un musulman ou tu sais pas à un autre cimetière catholique ou chose, non, c'est là-bas. Donc ça veut dire que avant même d'accepter, même si on est parti te copter pour devenir chef supérieur à Bassa, tu dois beaucoup réfléchir. Parce que tu quittes ta location, tu vas venir dormir avec les ancêtres qui sont là-bas au palais. C'est très important. Il y a un autre je vous donne la parole. Il y a un autre qui nous dit nos chefs traditionnels ont perdu leur valeur. Comment à une fête traditionnelle, ce sont les chefs qui se lèvent pour saluer le ministre, alors qu'au Ghana, à côté, même le président donne du respect qu'il faut à ses chefs. C'est dommage pour nos chefs togolais. Ça aussi, on le voit tout le temps. Hein. Oui. Francesco a touché du doigt un sérieux problème de découpage administratif, d'émiettement de nos cantons. Et dans mes explications, j'étais ahuri d'entendre que le chef Yao Koudjodi II en question, lors de cette naturalisation, c'est le chef canton Daniel Copé qui était venu assister à la cérémonie, mais qui n'a rien du tout à voir. Les sergents Daniel Copé sont des gays. Sociologiquement parlant, moi ça m'a tiqué. Ça pose un problème. Ça pose problème. Oui. Parce que quand vous voyez cette préfecture de Vaud, mais c'est les Ouachi. Oui, c'est les Ouachi de Vaud. Mais voilà, c'est un problème qui soulève et qui attire mon attention sur les découpages administratifs, pour ne pas parler même des découpages électoraux. Oui, politique, vous voulez dire. Oui. Monsieur, merci beaucoup à monsieur. Et ça nous amène à évoquer l'actualité de fin de semaine passée, c'était vendredi, la nuit de vendredi à samedi. Oui. On avait d'abord le secrétaire du gouvernement qui a été changé. Et le poste occupé désormais par le ministre de droits de l'homme. Et puis après, tard le soir, la nuit, profonde, de 2 heures tout, on a un remaniement ministériel. Il y en a qui ont quitté le gouvernement, ils sont 4, 5 ont fait leur entrée au gouvernement. Il y a 2 qui ont changé de poste, en tout cas il y a 2 qui deviennent ministres d'État. Il y a le général Yark qui prend le ministère de l'eau en devenant ministre d'État. Il y a Adedji qui quitte le commerce pour l'urbanisme en devenant ministre d'État.
Et on se pose une simple question depuis lors. Est-ce que c'est le signe d'une fébrilité d'un pouvoir au vu du contexte politique dans la sous-région, ou simplement une stratégie de positionnement pour les élections à venir? Je ne sais pas vous, Olivier. Oh, bon, moi je crois que avant la formation de ce gouvernement, on nous a appris que chaque ministre avait un cahier de charge, ou du moins avait signé un contrat. Exactement. Bon, malheureusement, nous ne connaissions pas le contenu de ce qu'ils ont dans le contrat. Par eux, personne ne connaît. Mais en réalité, il était dit que ce gouvernement serait évalué, ou ces ministres seront évalués de façon régulière et périodique. Voilà. Donc, et je crois que déjà il y a eu une évaluation été annoncée pour décembre 2022 ou janvier 2023. Bon, après, nous avons appris qu'ils ont fait quand même un séminaire gouvernemental. Exactement. Et nous ne savons pas si en quoi, oui bien sûr, après il y a eu encore d'autres. En quoi consistait cette évaluation? D'accord? Donc c'était un engagement de chaque ministre de respecter un certain nombre de cahiers de charges, ou bien un certain nombre de choses là. Bon, aujourd'hui, moi j'interprète ce remaniement comme le résultat de cette évaluation. Même si on ne dit pas, c'est comme à un examen. Nous avons vu ceux qui ont réussi, nous avons vu ceux qui ont été ajournés. C'est comme ça, moi, j'interprète cela. Ceux qui ont redoublé aussi. Bon, j'ai dit ajourné, c'est suffisant. Donc, oui, c'est comme ça, moi, je l'interprète. Peut-être qu'on peut l'interpréter autrement, mais nous avons quelqu'un qui a fait confiance à un gouvernement et après une période, qui a évalué les gens et qui a estimé que certains ont travaillé, d'autres doivent changer de classe dans le même parcours. De classe? Oui, c'est les classes, mais c'est le même parcours. Les classes, donc, c'était bon, disons comme ça. Et d'autres... Non, c'est comme un champ de major. Non, mais c'est comme ça en tant que... Moi, je caricature la chose, d'accord? Et vous devez comprendre ça comme ça. Maintenant, ceux qui sont arrivés, voilà, et comment ils seront mesurés, nous savons qu'ils seront mesurés. Et ceux qui sont sortis, qu'est-ce qu'ils n'ont pas bien fait? Et c'est la question que je me pose depuis quelques moments. Bon, comme on n'a pas tous les éléments d'appréciation, mais c'est comme ça, moi je peux répondre à votre question. Oui, Acha Ibrahim. Non, mais est-ce que c'est beaucoup plus un positionnement que Fournier Singh a juste envie de faire? Oui, moi je parle plutôt de repositionnement stratégique. Repositionnement stratégique en ce sens que vous savez que le constat que nous faisons actuellement, c'est qu'il n'y a plus de conseil des ministres. Depuis un certain temps. Pourquoi il n'y a pas eu conseil des ministres depuis un certain temps? Est-ce à dire que les ministres ne sont pas là, ou bien le gouvernement ne travaille pas? Mais le constat... Visiblement, ils seraient en vacances. Bon, pour près de 3 mois, parce que le dernier conseil des ministres date de 3 mois, si j'ai bonne mémoire. Est-ce que le gouvernement peut ne pas se réunir comme ça, alors qu'il y a des problèmes dans la société? Il y a des problèmes au Togo, il y a des urgences au Togo. Ouais, voilà les questions qui nous amènent à dire que M. Faure Gnassingbé veut procéder à un repositionnement stratégique de son équipe gouvernementale, peut-être en apportant du sang neuf pour impulser une certaine dynamique à cette équipe. Et le constat au niveau de la population, quand vous interrogez n'importe qui, c'est que les choses ne semblent pas marcher dans le pays. Les choses ne semblent pas marcher dans le pays. Et quand vous êtes face à une telle situation, c'est soit l'équipe gouvernementale a atteint ce que nous appelons en mathématiques son asymptote. Oui. Ça voudrait dire qu'il ne peut plus donner l'apogée, ne peut plus donner le meilleur d'eux-mêmes. Ils sont vraiment à un niveau où ils ne peuvent plus faire le miracle. Et dans cette situation, il faut faire un remaniement en bonne et due forme. Horizontal. Ah oui, bien sûr. C'est plafonné. Épargnez-nous les détails. Horizontal, il faut se faire. C'est bon. Merci pour la bien, Cathy. Donc, donc, quand on arrive à cette situation, soit c'est un remaniement total. Il faut vraiment un nouveau gouvernement pour venir donner... Quand on n'a pas un nouveau gouvernement,
Bon, il faut apporter du 109 et peut-être faire changer les gens, changer de place à certains qu'on juge beaucoup plus utiles, mais bon, on les trouverait encore plus performants à d'autres postes. Vous savez que quand on parle de la sécurité, le ministre Yark n'a pas démérité selon l'avis de nos compatriotes. Et donc, il peut être aussi performant au niveau de l'eau et de l'assainissement, surtout qu'actuellement dans les savanes il y a ce problème d'eau. Il peut peut-être vraiment travailler et donner le coup de pouce qu'il faut pour que ceux qui exécutent les travaux dans le cadre de comment ils appellent, le mécanisme de développement des savanes là, il peut donner encore un coup de pouce pour que vraiment l'eau coule à flot dans cette région et voir éventuellement voilà. Et l'autre aspect aussi, le 109 dont je parlais, c'est-à-dire que il faudrait qu'on nous amène aussi des technocrates. Des technocrates qui vont arriver. Non, je dis il faudrait qu'on nous amène encore des technocrates. Parce qu'à l'étape où nous sommes actuellement, ce ne sont pas les militants là, ou bien les pourvoyeurs de voix, disons, comment l'appelle-t-on là, électoraux, qui vont venir faire le miracle pour que le Togo puisse créer de la richesse et amener cela pour que cela rejaillisse sur tout l'ensemble des populations. C'est-à-dire que créer de la richesse pour la prospérité que nous voulons pour notre pays. Donc il faudrait que ce soit des technocrates, des gens qui sont dans leur coin, qui bossent, qui travaillent, et non des gens qui organisent des meetings de temps en temps avec des accoutrements et pour nous faire croire que c'est eux, ils sont là et qu'ils vont pouvoir aider la bonne marche du pays par des mots et des prestigiations que nous qualifions de propagande. Non, attendez, ça dit que des fois, on écoute beaucoup de personnes parler, des militants qui disent, bah, écoutez, nous on travaille et puis on amène d'autres personnes pour pouvoir récolter. On n'est pas d'accord. On n'a jamais entendu ça? Bon, non, c'est mon encourage. Les gens le disent. Mais M. Faure Gnassingbé a une vision, vous comprenez. Et il veut marquer, comme on le dit, comme le pays par des réalisations, par la résolution des problèmes sociaux auxquels nous sommes confrontés. Vous avez vu un peu en matière d'eau, depuis qu'il y a eu des bruits, il y a des dispositifs qui sont pris. Et il y a des dispositions qui sont prises plutôt pour que tout ce que nous avons comme les châteaux d'eau, les points d'eau, les barrages et tout ça là soient redynamisés pour que la population puisse avoir de l'eau. Les hôpitaux aussi, quand on a parlé des soins, vous avez vu les cliniques mères enfants qui commencent par pousser. Affaire de l'eau là, on en a parlé mercredi dernier. Le problème est toujours lié à l'eau. Oui, mais nous ne disons pas que le problème est réglé automatiquement, mais il y a des soulagements dans certains milieux. Il y a des soulagements dans certains milieux où il y a eu vraiment des actions vigoureuses pour pouvoir donner de l'eau aux populations. Quand vous prenez le domaine de la santé, c'est pareil. Quand vous prenez le domaine de l'électricité, il y a des connexions maintenant qui sont faites un peu partout. Et ça veut vraiment prendre. Pour que ça prenne davantage, il faudrait que le chef de l'État s'entoure des personnalités crédibles, des gens qui réfléchissent et non des propagandeurs. Oui, bien sûr. Enfin, je donnerai et j'aurai aussi l'avis de Isidore à Collard sur le sujet, puisque il en a parlé dans son journal hier, en parlant de curieux remaniement ministériel au Togo. Alors, on cherchera à mieux comprendre, puisqu'il est 12 heures sur la radio, on marque une pause, on revient juste après. Merci pour votre fidélité à la radio Génial Taxi FM à Lomé. Nous sommes à la gare routière de l'information avec mes confrères Isidore Sassoua, Kolor, Acha Ibrahim, Olivier Adja et Francesco Napokoa. Merci en tout cas pour votre fidélité. Et nous parlions avant la pause du remaniement ministériel. La question que moi j'ai posée aujourd'hui, est-ce que c'est le signe d'une fébrilité ou finalement une stratégie de repositionnement pour les élections à venir? Il y a beaucoup de commentaires quand même. Il y a un auditeur qui nous dit par exemple que ce remaniement ministériel est un non-événement et n'a rien à voir avec un 109 ou un machin vision du chef. C'est de la comédie et de la distraction pour détourner les Togolais des événements de la sous-région. La nomination de Kalis Madjoulba, le ministre de la Sécurité, est très dangereuse pour la sécurité togolaise, c'est ce que dit l'auditeur. Est-ce qu'il connaît bien le territoire? Lui qui est à l'étranger depuis des années, c'est de la comédie et pour faire taire l'assassinat de son frère, et c'est méchant, dit l'auditeur. Il y a un autre qui nous dit, dis-moi si c'est un 109 Bawara et Folie Bazi ont le titre de foncier, le titre foncier du Togo. Depuis il y a des mois, bon, Bawara non, Bawara est venu avec Faure Gnassingbé, il faut le dire. Un autre auditeur qui nous dit, le chef de l'État reconnaît que le problème du foncier est une poudrière.
c'est une bonne chose, mais on dirait qu'il ne fait pas grand-chose pour que la mèche ne soit pas allumée. Par exemple, le problème des Bama et de Passera à Bama-Kopé, au niveau de ce côté-là, à Djarbé, ça. Avant, c'était un contingent de policiers qui quadrille la zone pour interdire tous travaux sur les parcelles même avec les titres fonciers. On aura le cas de revenir sur ce sujet particulier-là. Oui, Isidore, sur la question de ce remaniement ministériel, vous parlez d'un curieux remaniement des sortants, des entrants, des jeux de chaises musicales et des surcharges de portefeuilles restés vacantes. Oui, évidemment, je parle de ça et moi j'ai une autre lecture de la chose, hein, en dehors de comment appelle-t-on, des stratégies de repositionnement en vue des élections à venir. Ne perdons pas de vue le syndrome des coups d'État dans la sous-région, qui a avec leur effet dominant, qui guettent les régimes, je dirais, illégitimes. Expliquez-nous. Ce remaniement. Suivez mon regard. Oui, non, on a envie de comprendre, on est en débat. Suivez mon regard. C'est vrai qu'on change le ministre de la Sécurité. Ah oui, on change le ministre de l'administration territoriale. Oui. On change le ministre de l'urbanisme aussi. On change le ministre de l'eau aussi. Oui, et bon. vous parliez, bon, en fait, je vais y revenir. Vous prenez le ministère de la sécurité. Oui. C'est un poste clé. Il y a Khalis Madjoumba qui est arrivé. Oui, je n'en dis combien pas. On va y revenir pour voir ce que quelqu'un peut faire plus que l'autre. Vous prenez le ministère des armées, qu'on appelait à l'époque ministère de la Défense. Oui. Qui a pris là-bas? Qui est toujours attaché à la présidence. Toujours attaché à la présidence. Vous voyez, il faut lire entre les lignes. Et vous comprendrez que peut-être il y a fébrilité ou une panique à bord du bateau Umir. Tantôt vous avez dit qu'il y a 4 sortants. Non, c'est 6 sortants. 6? C'est 6. Il s'agit notamment de Parou Abou-Pessi. Oui. De Akoda Iwata. Oui, la communication. De Madame Mamesile Assi. Elle était ministre chargée de l'accès universel aux soins. D'accord. Il y a Thiem Baloudia, de l'eau, ministre de l'eau. Il y a Kofi Tcholenyanou. Oui, urbanisme. Et Kankan Malik Nachaba. Bon, d'accord. Qui a rendu ministre. Oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Donc c'est 6 sortants. Et quand vous les prenez un à un, vous allez vous poser beaucoup de questions. Est-ce que c'est des repositionnements? Est-ce que c'est des gens qui sont recalés, comme le disait tantôt Olivier? Oui, ajournés ou recalés. Bon, les ajournés, c'est ceux qui sont encore restés à la classe sans avoir de promotion, ou sans être passé d'un ministère à un autre ou d'autres des portefeuilles. Donc c'est en cela que je pense que est-ce qu'on a mis des gens qui sont au CPE1A pour les amener au CPE1B? Si c'est tel le cas, allons-y seulement. Et la surcharge, c'est à quel niveau? C'est au niveau des trimois. Je me pose beaucoup de questions. Est-ce que la personne, mais il n'a pas le temps d'assumer, excusez-moi le terme, il est déjà surchargé en tant que ministre des droits de l'homme, de formation, chargé de relations avec l'administration, porte-parole du gouvernement. Maintenant, déjà surchargé. On lui a joint le poste du secrétariat du gouvernement. Ministère, secrétariat du gouvernement, qui est la suivi ouvrière du gouvernement. C'est la question que je me pose. Il y a un technicien là-bas. Bon, écoutez, on va voir ce que ça va donner. Et les postes restés vacants ou bien les portefeuilles restés vacants, c'est le ministère de l'Industrie. Oui, l'industrie. Donc l'industrie ne nous concerne plus au Togo. Alors qu'on a parlé de PIA. Donc voilà des incongruités. Où il y a un conseiller du président qui a un chat de ça et dont on ne connaît pas. Ah bon? Donc c'est la plus une priorité. Non, j'en sais absolument rien. Hein. Ok. On est en train de réfléchir. Il y a aussi l'artisanat qui a quitté
le ministère de l'enseignement supérieur, pour aller au niveau du commerce. Oui, au moins il y a quelqu'un qui a ce portefeuille-là. Madame Nivelor. Oui, qui a ce portefeuille. Il y a un qui nous dit pourquoi on refuse de respecter la volonté du peuple et on s'obstine à changer les ministres. C'est le peuple qui fait avancer un pays et non les ministres. Rien ne changera si on continue ainsi. Ils doivent savoir qu'on périra ensemble. Bon, enfin, on n'est pas encore là. Mais vous, Francesco, quel est votre commentaire par rapport donc à ce remaniement? Atia nous parlait de remaniement stratégique. Je ne sais pas ce qu'on met dans stratégie. Repositionnement. Repositionnement stratégique, je ne me retrouve pas vraiment dans ce mot. Donnez-nous votre avis. Quand vous prenez juste le ministère qui est vraiment stratégique, c'est la sécurité. Qui est détaché, et donc juste ce poste, je ne sais pas si c'est à cause de ça que le remaniement, sinon le micro-remaniement a eu lieu. D'accord. Donc il a parlé par exemple des ministères qui n'ont pas encore trouvé, ça veut dire qu'il y a encore chose. C'est un téléchargement. C'est un téléchargement. Peut-être comme Olivier le dit, on nous mettait en confidence qu'il va en voir encore beaucoup de bouleversements. C'est pas encore fini. Comme Olivier le dit, ça va me copie. Donc on est en train de chercher. Voilà. Bon, Acteur a parlé de quoi technocrate, je ne sais pas. Parce que pratiquement quand vous prenez le CV de tous ceux qui sont là-bas, c'est des gens qui sont venus des grandes écoles. Donc si ça n'a pas bougé, c'est qu'il y a un souci. Le problème véritable du Togo, quand vous voyez, nous sommes peut-être en train de liquider le contenu de notre prochain article sur le sujet, vous allez voir qu'il y a deux clans, c'est-à-dire l'ossature du gouvernement est composée de deux clans. Ah oui? Il y a les clans proches du chef de l'État, Faure Gnassingbé, qui peut toucher, donc il peut toucher facilement les gens. Et il y a visiblement, vous voyez, un clan proche de Madame la PM, bon, qui, voilà, continue de recevoir des promotions comme Madame Védor, d'accord. Elle est proche de la PM? Non, ben, quand il faut prendre le statut du gouvernement, donc le chef de l'État peut toucher à certains, parce que si on nous parle de performance en termes de notation qui devrait permettre soit de dégommer un ministre ou de lui faire une autre promotion, le maintenir. Et quand on prend les ministres un à un, mais ceux qui sont sortis n'ont pas démérité, ou bien ceux qui sont poussés vers la sortie n'ont pas démérité. D'accord? Donc, il y a un problème. Le problème, c'est que notre gouvernement actuel que nous avons, à commencer par la tête, il y a un problème de fonctionnement. Parce qu'aujourd'hui, les Togolais, de plus en plus, la pauvreté s'accentue. De plus en plus, les Togolais ne se sentent pas, n'est-ce pas, dans ce gouvernement, dans le fonctionnement de l'État actuel, qui ne se préoccupe pas de leur bien-être. Donc il y a nécessité, 3 ans après, de chambouler tout ce gouvernement, même jusqu'au Premier ministre, d'accord, et aller de l'avant. Même le chef de l'État doit se mettre en cause. Pourquoi j'utilise autant de technocrates, d'intellectuels, et que ça ne bouge pas? Donc c'est des questions que nous nous posons et que nous allons faire découvrir dans notre prochain numéro de Tampa, espèce du mardi prochain. Qu'on dira avec plaisir. Parce qu'il semblerait que l'un des critères pour faire partie du gouvernement Dogué. Critères? Oui. Il faut avoir. Ils ont dit des critères? Mais il faut avoir le doctorat, au moins. vous les prenez un à un. Il y en a qui ne sont pas docteurs. Non, vous les prenez un. Il y a beaucoup sont partis de diplôme. On n'a pas refusé, mais si c'est un critère, on ne peut pas. Écoutez, on a vu des gens au gouvernement avant d'aller faire leur doctorat. Oui, bien sûr. Bon.
On a compris leur doctorat aussi. Oui, voilà, vous voyez. Et le culture de ce doctorat. Voilà, bon, il y a un auditeur qui nous dit, je pense qu'il est trop tôt de juger les ministres remaniés en termes de compétences ou non. Accordons-leur le bénéfice du doute et peut-être au bout de 100 jours, on va se prononcer. Le seul débat qu'il convient de mener en ce moment, c'est les défis auxquels chaque ministre a en face dans son nouveau domaine. Félicitations au général Yark qui a bien mérité son grade de ministre d'État. Cependant, je suis d'accord avec Isidore par rapport donc à Christian Crimois. J'ai tout simplement l'impression qu'on pense au sommet de l'État qu'il est plus intelligent que tous les autres Togolais. Et on ne lui fait pas du bien, dit donc notre cher auditeur. Il y a un autre qui nous dit que ce changement n'apportera rien de nouveau. Pourquoi aucun ministre ne vient de l'opposition? On les nomme, on nomme certains, c'est juste remplir leur poche et partir. Comment donc oui, il assume. Le ministre de l'opposition n'est pas synonyme d'efficacité non plus. On a connu des ministres de l'UFC au gouvernement et on a certains ce sont larmoyés pour avoir des postes sans portefeuille. Juste encore un mot là-dessus. Les cas du général Yark, beaucoup commenté ces derniers temps. Il quitte la sécurité pour le ministère de l'eau et ADD qui quitte le commerce pour le ministère de l'urbanisme. Est-ce qu'ils sont poussés à la sortie? Donc pousser à la sortie, non, je ne saurais le dire. Pour le cas du ministre Yark, c'est similaire un peu au parcours du général Nandia. C'est pourquoi les gens peuvent spéculer que c'est vraiment, on le pousse à la sortie, puisque avec le général Nandia, vous avez vu le chef d'état-major après, ministre de l'eau, et voilà, la retraite, il est parti. Pour le ministre Yark, on nous a annoncé aussi la retraite, vous savez. Exactement. Il va au ministère de l'eau et après, bon, c'est pour se retrouver à la maison, probablement. Mais le monsieur est très efficace. Il est efficace parce que quand vous voyez un peu son dispositif sécuritaire et la manière dont il gère comment l'appelle-t-on, la sécurité, c'est un monsieur vraiment qui est très efficace et apprécié de tous. Il faut la dire, c'est un gendarme et c'est un professionnel. Il a le management de la sécurité publique. Et au niveau de l'eau, peut-être il peut imprimer la rigueur qu'il a, la méthode de travail qu'il a, surtout que c'est un monsieur, selon les informations qui nous sont parvenues de Tone, c'est quelqu'un qui a toujours, qui suit toujours, il a le suivi, il a la culture de suivi, de contrôle de tout ce qu'il entreprend. Donc il voudrait que tout ce qu'il entreprend, tout ce qu'il met en œuvre puisse atteindre les objectifs fixés. Donc au niveau de l'eau, surtout que le Togo se repositionne par rapport à la desserte en eau pour toute la population. Et arriver là-bas, il peut imprimer cette rigueur et cette méthode de travail-là qui puisse amener à ce que les châteaux d'eau qui sont en souffrance depuis des lustres, les forages qui ne sont jamais, donné de l'eau, puissent vraiment donner de l'eau pour la population. Je pense que c'est ce que j'ai à dire par rapport au ministre Yark. Et quand je viens un peu au niveau de l'administration territoriale, le ministre Boukbessi, il est ministre depuis 91. Moi, je l'ai connu comme ministre depuis 91. 32 ans. Bien sûr. Et donc, il doit être fatigué à un moment donné. Le poids de l'âge. Pas 32 ans d'affilée, mais 32 ans oui, mais 32 ans quand même. Vous savez, moi, je l'ai connu comme ministre depuis 91. Et quand j'entends le nom de M. Boukbessi, c'est ministre de tel, ministre de tel, ministre de tel. Et donc jusqu'alors il est ministre, vous comprenez. Donc le poids de l'âge et tout ça là, il doit être aussi déchargé. Il a droit aussi au repos. Donc si on le change au niveau de l'administration territoriale et qu'on amène un préfet que nous connaissons très bien aussi, qui depuis un certain temps travaille aussi dans le cadre de la décentralisation. Donc je me dis qu'il peut peut-être relever le défi là-bas aussi. Très bien. Oui, non, mais il faut aussi relever le fait que au niveau du portefeuille de la communication, il y a eu donc des changements. Oui, bien sûr. C'est notre la ministère de tutelle. Oui. Koda et qui part. Il faut reconnaître que nous avons beaucoup de défis à relever. Hein. On espère que Mme Cuigan vient de la présidence. Et elle était dans la cellule de communication, à la direction de la communication là-bas. On espère. Donc, elle est maire. Oui, elle est maire. Elle est présidente de Fêtière. De la Fêtière. Bon, peut-être que c'est talent qui parle. Bon, nous, en tant que journalistes, on a des défis. Il y a le défi donc de la professionnalisation, comme on le dit entre guillemets, bien sûr.
nous venons de sortir de la signature d'une convention collective avec tout ce que cela implique. On n'a pas encore vu le début donc de la mise en œuvre et d'un certain nombre de promesses qu'on nous a fait, et etc. Donc bon, c'est pour lui dire bonne arrivée et qu'elle pense à nous. Puisque la présentation a eu lieu ce matin. Oui. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées que nous avons prévues, soit à travers les écrits ou même en parole. Et nous avons, dans ce studio même, nous avons la communication, qu'il a l'obligation de tout faire pour que les tests qui bafouent la liberté d'expression, la condition des journalistes, tout ça soit revu avant qu'ils ne partent en tant que professeur d'université et de droit. Je crois que c'est les termes que j'avais bien précisés ici, et que sinon un jour on va le remplacer par quelqu'un qui n'a pas, disons, sa taille intellectuelle, mais qui en fera plus. Je crois que ça vient de se produire. Et c'est une exhortation à la ministre, Madame Yawa Cuigan. On entend toujours parler d'elle, qu'elle saisisse l'occasion. Parce que les tests qui régissent le code de la presse et autres au Togo, et les poursuites des médias à la justice et autres là, il faut l'assainir. Et également la condition des entreprises de presse. Il faut que l'aide de la presse soit à 1 milliard au moins. C'est un défi que nous lui lançons. Si elle y parvient, on va l'applaudir. D'accord. Okay. Très bien. Oui, je commence par là parce que c'est ça qui vous intéresse, et à moi particulièrement. Ce n'est pas parce que je ne suis plus président du PPT que je ne vais pas en parler. Vous vous souvenez, je suis celui qui avait boycotté la signature de cette convention, parce qu'il n'y a pas eu de mesures d'accompagnement que le ministre nous avait promis. Et vous avez signé finalement. Mais j'étais obligé de signer parce qu'on voulait tout verser sur moi, que c'est parce que on n'a pas signé que la transcription dans les tuyaux ne peut pas être réalisée. Aujourd'hui, il est parti. Donc, est-ce qu'on aura un répondant? Est-ce que ça va engager Mme Cuigan? Vous savez, le jour là, la continuité de l'État. Non, écoutez, la continuité de l'État, qui a signé au nom du ministère? Allez-y voir, c'est ce que j'avais dénoncé. Si. Qui a signé? Est-ce que ça engage le ministère? Le parallélisme de forme. Oui, c'est maintenant que vous avez signé. Vous avez alerté, oui. J'ai alerté. Non, on en a même débattu ici, on a dit, il y a un secrétaire général du ministère. Il y a c'est lui qui devait le faire. Et le directeur de cabinet, qui sont des fonctionnaires, qui n'ont pas signé. On prend quelqu'un, qui n'est ni fonctionnaire, qui est contractuel, peut-être qu'il a un numéro matricule maintenant. Pas du tout. Donc qui est contractuel, signer un document qui engage l'État. On l'avait dit ici. Donc, il y a eu beaucoup de choses. Donc, le truc là risque de mourir et de passer écoutez, nous, mais ça ne peut pas passer à petit profit, mais nous allons pleurer. Parce que ça va être exécuté. Nous avons signé la convention. Très bien. Monsieur, en accord défendant. C'est ça le gros problème. Également sur l'OTR, mais le temps qui nous reste là ne nous suffira pas pour pouvoir vous prononcer sur le cas de l'Office togolais des recettes, qui a fixé 10 minutes. Qui a fixé, c'est pas possible parce que l'OTR qui a fixé un objectif à mi-août d'atteindre 595,5 milliards de francs CFA. Le compte a été fait à fin août. Eh bien, l'OTR est à 648,8 milliards de francs CFA. Et j'ai envie de vous demander, mais qu'est-ce que ça signifie? Ils ont réalisé beaucoup de prouesses. Oui. En même temps. Est-ce que c'est pas un problème? Il faut voir l'activité économique. C'est pourquoi les gens sont pauvres dans le pays. Non, quand nous voyons aujourd'hui la vie des Togolais, des gens qui marchent, qui font la philosophie dans la rue, ils marchent, et ils parlent tout seuls, je veux dire. Qui traverse un boulevard sans savoir qu'il est en train de traverser un boulevard. La pression fiscale est énorme. Énorme. Et
Regardez les taux d'accident. Même quand vous travaillez, vous devez payer. Les accidents, les taxes. C'est quoi? Vous devez payer. Oui. Il n'y a pas que l'excès de vitesse, il y a les soucis. Quelqu'un qui doit regarder la rue, qui pense à autre chose, il fait un accident. Donc ça démontre, c'est-à-dire que c'est le reflet. Est-ce que vous voyez? Et au même moment, on nous dit que chaque mois, le gouvernement relève de l'argent sur le marché régional. Et combien? On est presque au même montant. Nous sommes en août. Emprunt obligataire. Emprunt obligataire. On est déjà à plus de 500 milliards, je crois. Même le mois dernier, en août, on a fait 2 fois. Mais si le terrain est aussi performant et que on continue de prendre l'argent sur le marché obligataire, c'est qu'il y a un problème. D'accord. Mais que rapporte on aura l'occasion. Quelles sont les recettes non fiscales? On aura l'occasion. On vous en parle aussi. Si vous voulez, mercredi prochain, on aura l'occasion de rentrer dans ce dossier et essayer de voir à peu près ce que ça signifie. L'occasion pour nous donner la parole aux auditeurs. On peut prendre un ou deux très rapidement sur les sujets qu'on a abordés. Notre numéro pour nous appeler en direct, c'est le 92 60 81 81. 92 60 81 81. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est monsieur? Je salue tous les invités. Je vous salue aussi. C'est monsieur? C'est Karim. Nous vous écoutons, cher Karim. Oui, quand vous avez parlé de la fête traditionnelle, je voulais vous dire, l'autre fois, moi j'étais à Hao, la fête d'Abobozan, tout est uni. Tout est uni, nous sommes sérieux. Tout est uni, des habillements qu'on faisait avant, Bobozan était doux, maintenant tout est uni. Les pantalons, même les palmiers, ils ne savent même pas comment ils ont modifié, tout est uni maintenant. Les palmiers ne sont plus verts. Ils sont même peinturés, je vous dis, ils sont même peinturés. Tout est uni, ils sont même peinturés, la couleur. Des palmiers? Tous les bâtiments qui sont, même les scolarités, tout, ils ont peinturé unis. On ne sait même pas ce qui se passe. Au lieu de mettre le drapeau togolais au moins sur les trucs là, les bâtiments de l'école, les enfants peuvent voir. Non, tout est uni. D'accord. Tout est uni. D'accord. Très bien. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. 92 60 81 81. On a encore 1 minute. Il y a un auditeur qui nous dit le terre a eu une telle recette grâce aussi aux frais liés au titre foncier. Bon. Mercredi, on va revenir là-dessus. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. C'est monsieur? Ali. Monsieur Ali, nous vous écoutons. Oui, un vu est constaté sur TVT. Les amis journalistes de TVT, je se vois tuer leur talent en eux, puisqu'ils nous servent régulièrement de mensonges contre vérité dans les journaux. Monsieur Ali, oui. Vous cochez quel sujet, s'il vous plaît? Oui, bon, ce qui me gêne, puisque c'est la chaîne nationale, ce que toi et moi nous avons consenti comme dette pour réaliser pour le pays, on le met sous la couleur de l'Uni, on le met sous la couleur de Fort. C'est ça qui est dangereux. Les enfants n'arrivent pas à distinguer le Togo de l'Uni, c'est dangereux. Et surtout, quand j'aurais vraiment, monsieur Ali, excusez-moi, j'aurais vraiment aimé que vous cochiez dans les traditions. Bon voilà, je voudrais cocher ça, voilà, allez-y. Oui. Ce qui se passe, c'est que il veut toujours faire savoir que c'est Uni qui fait tout. C'est ça le problème. Et c'est ça qui est arrivé à TVT. Je dis à la HAC d'arrêter ça. La HAC n'a qu'à arrêter ça. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Ali. Merci de nous avoir appelés. Il y a un autre qui nous dit, nous, on est là, on les regarde. Ce qu'ils veulent faire du Togo, ils n'ont qu'à le faire. Et s'ils pensent être des tout-puissants, qu'ils sachent que personne n'échappe à la mort. Dit l'auditeur. Bon, enfin. Le dernier auditeur au téléphone, allô? C'est monsieur? Allô? Monsieur Tchenyo. Oui. Oui, quel est votre nom? Tchenyo. Tchenyo. Oui. Nous vous écoutons. Moi, je veux cocher 2 sujets, santé et TDE. Allez-y. Au niveau de la TDE, je suis dans une maison, le compteur ne tourne pas. Bon, on n'a pas parlé de la TDE ce matin quand même, mais bon, allez-y rapidement. Ok, et chaque mois, nous ne sommes pas moins de 30 000, 2 ménages, on a réclamé sa ticket. Côté santé, j'ai amené un frère à l'hôpital on a fait scanner dimanche. On n'a pas fait qu'il interprète le scanner, le frère meurt le lundi matin et c'est mercredi qu'on interprète le scanner pour avoir les résultats. Bon, c'est malheureux tout ça. Écoutez, merci en tout cas à vous. Malheureusement, le temps est contre nous, donc on va devoir s'arrêter là. Beaucoup. Merci, bonne journée. Messieurs, merci à vous.
Merci Francisco. Ben, on informe mercredi. Oui. Très bien. On va parler de l'ETR aussi, ou autre. Messieurs, merci beaucoup. Merci à Olivier Adja, Acha Ibrahim, Isidore Sassoua Coloré, Francesco Napokura. Merci à Justo qui a assuré la mise en appel et moi, c'est Irrigator. 12h45, le journal parlait sur la radio. C'est pas avec qui? Avec Hugues Vignon Atico. Bon, c'est pas trop. Je prends le programme. Et puis à 13h, je vous retrouve avec Maître Florent, avocat pour parler de la spiritualité. Et de moi, c'est Irrigator. À bientôt.